Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réparta Science. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intégrité de la recherche avec Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Salut Adrien, ça va bien et toi? Ça va très bien. J'ai beaucoup apprécié cet article, je dois te dire. J'ai apprécié cet article pour plusieurs raisons. La première, c'est enfin, pour une raison, mais en fait, il y a plein de raisons comme on dit, des sous-raisons à cette raison. Ma conjointe, elle est psychologue clinicienne, mais elle est spécialisée en thérapie systémique. Thérapie systémique, hein, l'idée, c'est de dire, mais en fait, quand une personne va pas bien, c'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans sa génétique ou que c'est un problème interne ou quoi. Supposer que son trouble provient du système dans lequel l'individu se trouve. Alors si c'est un enfant, on va dire bah, c'est probablement à voir dans sa relation avec ses parents. Puis quand c'est une personne adulte, ça peut être aussi un problème avec ses parents, mais ça peut aussi être lié à des problèmes au travail, lié à des problèmes avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, etc. On dit c'est le système dans lequel la personne se trouve qui pose problème et on va essayer de le changer pour que la personne aille mieux. Et en fait, j'ai pas mal potassé, hein, ce genre de théorie, ce genre de questionnement et je trouvais que la métaphore de la plante, elle était hyper intéressante. Tu dis: «Mais en fait, quand une plante va pas bien, qu'elle est pas verte, elle est un petit peu marron, qu'elle est un petit peu défraîchie et tout, qu'est-ce que tu fais?» Et ben, soit tu lui rajoutes de l'eau, soit tu lui mets moins d'eau, soit tu la mets plus au soleil, soit tu la mets moins au soleil. En tout cas, tu changes les conditions d'existence de cette plante mais jamais tu diras à la plante: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux en parler?» Ça paraît logique, tu vois? Mais aux êtres humains, c'est pas ce qu'on fait. On leur dit pas: «Bah, peut-être c'est parce que tu as des problèmes financiers ou peut-être parce que tu as du mal à te chauffer ou peut-être parce que tu as du mal à avoir, un emploi stable ou peut-être on va changer les choses pour que ce soit mieux pour toi» et que finalement, bah, le trouble que tu es, en fait, on peut peut-être le changer en changeant le système dans lequel tu es et en fait, très souvent quand on parle d'intégrité de recherche, quand on parle de pourquoi les chercheurs font, des mauvaises choses, pourquoi les chercheurs ne font pas des bonnes pratiques et cetera. Souvent, on va s'intéresser à pourquoi en tant qu'individu, cette personne-là fait pas les bonnes choses et je me souviens par exemple d'un c'est pas un titre d'un billet de blog, mais une sorte de slogan de Tal Yarkoni qui disait, «It's not incentives, it's you». Dans le sens où, non, c'est si tu fais mal les choses, c'est pas parce que tu es poussé par, l'argent ou par, les financements et cetera à faire des mauvaises choses, c'est de ta faute, quoi et à un moment donné, il tape un peu du poing sur la table et il dit: «On est quand même obligé d'avoir quand même des valeurs morales quand on est chercheur et peu importe en fait le financement qu'on va avoir et les résultats qu'on va avoir et cetera, à un moment donné, la moralité fait qu'on devrait s'empêcher de faire des choses pas bien». Cet article-là dont tu vas nous parler, il s'intéresse justement à ça. Il s'intéresse justement au système ou en tout cas pas forcément au système directement, mais plutôt à la manière qu'ont les chercheurs d'expliquer pourquoi ils font des choses pas forcément très correctes à cause du système qui est mis en place autour d'eux. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié cet article. Oui, et effectivement. Très bonne introduction, effectivement, à l'article. Article qui est Navigating the Science System, Research Integrity and Academic Survival Strategies par Elizondo et Kaltenbrunner, euh, que je ne connaissais pas. Ils sont aux Pays-Bas, hein. C'est toujours, souvent ce genre de d'article, ça vient de personnes aux Pays-Bas ou au Danemark. Mhm. Et effectivement, c'est un article très intéressant et qui est pas. Alors, c'est un article qui est très qualitatif, hein, mais effectivement, qui essaie, comme tu dis, de prendre un petit peu le contre-pied, de s'interroger un petit peu pourquoi les gens ont des pratiques de recherche questionnables, d'une Alors, façon. qualitatif, pas dans le sens, c'est une très bonne qualité, on trouve que c'est une très bonne qualité, mais Oui. qualitatif dans le sens, oui, ça a été fait par ils vont faire, en fait, ces chercheurs ont fait des interviews d'autres chercheurs avec des questions ouvertes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et ils essaient de dégager un petit peu les grands thèmes. Et ça semble effectivement pour moi être une analyse assez pertinente. Euh, et donc voilà, leur idée, c'est vraiment de parler du coup d'intégrité de recherche et de se dire comment ça se fait en fait que les gens font pas ce qu'il faut en fait, ne font pas de la recherche éthique
tel qu'on l'a défini déjà dans l'open science, et puis même en fait en général que naïvement en fait on aurait déjà, quand on discute avec les gens, on se rend compte qu'ils ont quand même une bonne idée, même quand ils sont pas scientifiques, de ce qui semblerait être de la bonne recherche éthique, et pourtant on prend pas mal de liberté là-dessus, tout en le sachant, parfois un peu, parfois beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font un argument qui est basé, qui tourne autour de deux formes d'incertitude. Euh, Ils appellent ça, en fait, pour eux, en fait, le problème vient de la tension et des liens entre ce qu'ils appellent l'incertitude épistémique et l'incertitude sociale, qui sont deux choses, en fait, dont on parle assez régulièrement, de toute façon, en open science. Mais ce qu'ils appellent l'incertitude épistémique, c'est l'idée que la science, c'est l'interrogation de l'inconnu. Donc, en fait, quand on fait de la science, on a forcément une dose, c'est une source, comme ils le disent, une source perpétuelle d'imprédictibilité. Quand on fait une recherche sur quelque chose, on ne sait pas s'il va y avoir des résultats. Euh, en tout cas, on ne sait pas si les résultats iront dans le sens de nos hypothèses, plutôt. On devrait plutôt dire ça. C'est tout l'intérêt d'avoir une hypothèse. Si on savait déjà, on ferait pas une recherche, en fait. On saurait déjà la réponse. Donc, il y a de l'incertitude là-dedans. Et puis, même quand on fait, en fait, l'étude, on peut se rendre compte en cours de route que on n'avait pas prévu tel truc. Et puis, là, il y a un machin qui marche pas, etc., etc. Et tout ça. Ouais, tu Ouais, et veux. puis au-delà du résultat en lui-même, ce dont il parle aussi, et c'est vrai que c'est vraiment gravé hein, dans le processus scientifique, c'est qu'on est forcé d'une certaine manière à chercher des hypothèses, à interroger en fait des hypothèses les plus incertaines possibles, parce que souvent on va expliquer ça en disant il faut être innovant. Donc être innovant, c'est-à-dire il faut plonger vers des domaines moins connus, plus incertains, plus difficiles de trouver des résultats, etc. Et on va être moins tenté, soit individuellement, soit à cause du système hein, qui est autour de nous, à interroger des hypothèses qui sont un peu moins incertaines, que ce soit des hypothèses confirmatoires, on va confirmer des choses, ou alors juste des simples réplications conceptuelles où finalement on va répliquer des choses, mais dans un domaine un petit peu différent ou avec un scénario un petit peu différent, etc. Mais finalement pour trouver, enfin pour très peu avancer la théorie. En fait, ce qu'on nous demande systématiquement, c'est d'avancer le plus loin possible une théorie avec une hypothèse, ce qui est très dangereux d'un point de vue de la confirmation de ces hypothèses. Ouais, bah c'est intéressant parce qu'en fait, tu vois, naturellement, tu fais directement le lien avec ce qu'ils appellent l'incertitude sociale, puisqu'il y a ce qu'on nous demande ensuite, et c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chercheur pour avoir, je sais pas, la reconnaissance des pairs, par exemple, et puis pour obtenir des financements, pour continuer à avoir un job, voire avoir carrément un job permanent, hein, surtout dans un système où à l'heure actuelle les jobs temporaires deviennent euh, ont explosé. Hein. Maintenant, il y a quasiment plus que des jobs temporaires hein, dans le milieu universitaire. Et donc, effectivement, il y a ce que décrivent ces chercheurs, c'est vraiment ouais, ce lien entre les deux et ça crée une espèce de tension parce que d'un côté, effectivement, comme tu dis, on nous demande de faire les choses, certaine chose. On nous demande effectivement d'être innovant. On nous demande d'avoir des choses qui font un petit peu waouh. On veut quelque chose euh, qui ait de l'intérêt, quoi. C'est-à-dire, il faut que quand tu lises le truc, il faut que les lecteurs scientifiques en particulier, mais pas que, hein, aussi le grand public, se disent waouh, ça c'est une sacrée avancée. Mais le problème, effectivement, comme tu dis, c'est que si jamais on veut faire une sacrée avancée, ça veut dire qu'il faut s'aventurer dans des territoires qui sont d'autant plus incertains épistémiquement, en fait. Parce que si jamais on fait juste une toute petite avancée, où on est quasiment sûr que ça sera significatif, en fait, c'est moins intéressant automatiquement, parce que ça veut dire, de base, tout le monde sait déjà que, bah oui, ça c'est bon, ce résultat-là, on est quasiment déjà certain qu'il sera, qui sera positif, quoi, qu'on verra quelque chose. Et le problème, du coup, que ces chercheurs disent, ils disent que les pratiques de recherche questionnables proviennent de cette tension entre les deux pour essayer de réduire en fait cette tension et en fait réduire l'incertitude en fait d'une catégorie ou de l'autre, c'est-à-dire de l'incertitude épistémique ou de l'incertitude sociale.
et pour être sûr que à la fin, ils puissent quand même réussir à faire de la recherche, mais aussi pouvoir avoir un travail. J'avais noté cette phrase dans l'article qui est vraiment marteau qui frappe l'enclume. Ils disent dans un système où les incertitudes épistémiques et sociales sont fortement couplées, une expérimentation ratée peut sonner la fin immédiate d'une carrière. Ouais, c'est marrant, j'avais noté exactement cette phrase aussi, parce qu'effectivement, elle m'avait marqué aussi. C'est ce qui est très grave, en fait, dans le système actuel. Effectivement, alors ça dépend du type, évidemment, de recherche et je dirais, de l'effort qui a été mis dans une étude. Mais il y a des études, en fonction des disciplines, il y a des études qui peuvent prendre des mois, 1 an, 2 ans, peut-être même, des études de grande envergure et qui sont un travail vraiment très conséquent dans la vie d'un chercheur. Et quand à la fin on se retrouve avec une étude qui a duré 1 an par exemple ou 1 an et demi, disons, allez, et à la fin qui ne donne rien, c'est extrêmement grave pour un chercheur parce que imaginez vous faites un poste, vous avez un poste temporaire, un postdoc, c'est souvent ça tourne aux alentours de 2 ans, un truc comme ça quoi, un postdoc. Et vous avez genre une étude ultra centrale dans votre postdoc. Hein, et cette étude méga centrale, en fait, elle donne absolument rien. Et genre rien dans le sens où euh, c'est pas toujours facile d'avoir un résultat négatif qui veuille dire quelque chose d'intéressant. Ça arrive assez souvent que ça, bah, du coup, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de raisons pour lesquelles le résultat n'est pas significatif. Et donc, ça veut dire cette étude qui a été le cœur même du financement d'un poste intégralement, en fait, quasiment, sur 2 ans, ça donne rien. Ça veut dire le prochain poste, c'est fini, quoi. Pour beaucoup d'individus, en fait, ça veut dire la carrière est terminée parce qu'il a exploré la science. En fait, il a exploré l'inconnu, en fait. Hein, il a fait de la science de quelque chose qui n'a pas marché. Et ça, il y a plusieurs facteurs explicatifs de ça, mais l'un des facteurs majeurs, c'est la chance. Ça se passe sur rien d'autre que ça. On peut pas prévoir à l'avance, savoir si quelque chose va marcher ou pas. En tout cas, pas si on veut faire quelque chose de véritablement intéressant et innovant. Et à côté de ça, la personne d'à côté qui aura choisi euh, un autre sujet de recherche et qui lui va tomber sur quelque chose de significatif, lui, il aura un poste avec les honneurs, etc. Parce qu'il a cherché quelque chose où il y avait un truc à trouver. Et je pense qu'il y a beaucoup euh, cette, cette intuition, ou en tout cas cette croyance peut-être plus, cette croyance qu'il y a un truc très de mieux chez le chercheur qui lui a cherché quelque chose, qui a donné quelque chose. Peut-être parce qu'il a eu une meilleure intuition, peut-être parce qu'il a mieux lu la littérature, etc., etc. Et des fois, ça peut être vrai, c'est une part des facteurs explicatifs. Ça, c'est sûr. Si on fait pas une bonne revue de littérature et puis qu'on avance complètement à l'aveugle, effectivement, il y a plus de chances de pas trouver de trucs, je pense. Mais c'est qu'une part, et qui est très probablement, en tout cas de mon opinion, je sais pas ce que tu en penses, Adrien, à mon avis, elle est plus légère, elle est plus petite que la chance, simplement. Et donc, voilà, autrement dit, il n'y a pas vraiment le choix dans la plupart des cas. Si on veut une carrière, en fait, il nous faut des résultats. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que même cette affirmation, elle est incertaine. Elle fait partie de l'incertitude sociale et qui fait que c'est une posture, une position, être chercheur, c'est une position vraiment très difficile, chercheur junior en tout cas, parce qu'il y a aussi énormément de croyances et d'incertitudes et vraiment on est complètement paumé, hein, savoir qu'est-ce qui sera le facteur déterminant pour avoir un job, parce que on a tous observé ça, je pense. On a tous vu le mec qui, à la fin de son postdoc, il a un H-index de 20 ou 30, donc la métrique la plupart du temps utilisée, qui essaie de coupler simultanément le nombre d'articles et le nombre de citations de ces articles. C'est un petit peu compliqué peut-être à expliquer là vite fait, mais voilà, en gros, c'est une métrique C'est des pour... points, ouais. C'est des ouais, c'est ce points. genre de Il faut point. avoir le plus de points possible pour gagner, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Donc on a vu, évidemment, ces gens-là, de manière générale, ils ont un poste, mais on a tous aussi vu le mec qui, il sort de son doctorat, il a un article publié, et puis il chope un poste déjà un petit peu plus senior, voire peut-être pas directement permanent, mais au moins
euh, tenure track, comme on dit, c'est-à-dire genre il est pris pendant X années et si à la fin des X années ça se passe bien, hop, il récupère un poste permanent automatiquement. Et, et ça arrive sans arrêt. C'est encore arrivé là dans ma fac il y a très peu de temps là. Et tout le monde était un petit peu genre qu'est-ce que c'est que ça? Il est passé devant ceux qui sont en postdoc depuis 4 ans, 5 ans et qui ont largement plus de meilleures métriques et machin, etc., etc. Et le mec, il est juste hop, il a coupé l'herbe sous le pied à tout le monde. Et ça a un petit peu étonné tous les gens qui regardent un petit peu ça de l'extérieur. Donc Donc ça, c'est de finalement, l'incertitude. ouais, finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a ces deux types d'incertitudes, hein. Donc, l'incertitude épistémique où il faut être innovant, se mettre un petit peu en danger dans ses hypothèses, dans ce qu'on fait, pour être le plus intéressant et avoir les données les données les plus excitantes possibles. Et d'un autre Ouais. côté, on a aussi une incertitude sociale qui dit, mais en fait, si on n'arrive pas à répondre à ces hypothèses par la positive, on a trouvé quelque chose, alors on risque d'être sanctionné. Et cette tension amène à moins de pratiques de recherche responsables et plus de pratiques de recherche questionnables. Et c'est justement ces sujets-là que vont explorer les chercheurs dans leurs interviews. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter par Exactement. rapport à ça? Non, c'est ça, effectivement. Je Ouais. pense, ouais, tout le truc, en fait, c'est vraiment tout leur argument, c'est de dire, il s'agit de réduire cette incertitude. Et les pratiques de recherche questionnables sont probablement là pour réduire soit l'un, soit l'autre des types d'incertitudes, histoire de récupérer un poste, puis aussi peut-être simplement histoire aussi, même s'ils le disent pas en toutes lettres, je pense dans l'article, mais c'est comme ça que je le perçois, histoire aussi de rendre la vie plus vivable aussi pour Mm, les chercheurs eux-mêmes, qu'ils aient mm. un petit peu de répit parce que je pense qu'on a tous vécu ça aussi. Hein, encore une fois, quand on a un article qui sort, moi j'ai l'impression toujours, j'ai l'impression d'avoir une réduction d'inconfort plutôt qu'un plaisir. Quand un article se sort, on me dit ouf. Ouais. Et plutôt que se dire trop bien, les gens vont lire ma recherche. J'ai un petit peu ça aussi, mais moins que cette réduction d'inconfort, quoi. Mm. C'est plus du déplaisir en moins que du plaisir en plus. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que Et, avant qu'on parle du coup de la méthode, des résultats, etc., est-ce que tu pourrais donner quand même un mot sur la différence qu'ils font entre euh, alors les pratiques de recherche questionnables, zone grise, et les pratiques de recherche questionnables, zone rouge? ouais. Euh, je pense que c'est important Oui, quand même d'en parler un petit peu. ouais, effectivement. Bah, c'est aussi une distinction qui est faite quand même assez assez régulièrement dans l'open science en général. Je sais plus s'ils le disent complètement tel quel, Ouais, ils mais en parlent à la page 12, page 4. À la fin. Donc globalement, les pratiques rouges, quoi, vraiment les pratiques interdites, celles tout le monde est d'accord pour dire que vraiment, enfin voire même dans certains pays, même il y a des problèmes légaux hein, qui sont ouais, associés. C'est la fabrication de données, ouais, la falsification des données et mm, le plagiat, sachant que plagiat c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que, bon, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais est-ce que utiliser un article que tu n'as pas publié mais que tu as quand même mis sur Internet et que tu réutilises dans un article, c'est du plagiat ou pas? À quel- est-ce que réutiliser une phrase que tout le monde réutilise tout le temps, de copier-coller, c'est du plagiat ou pas? Bon, moi, pour moi, le plagiat, c'est un sujet à part. Fabrication, falsification de données, c'est clairement des gros problèmes. Mais ce ouais, qu'ils disent, hein, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'autres situations qui sont problématiques pour la recherche, pour les chercheurs, pour la crédibilité des résultats, pour la confiance qu'on peut avoir les uns dans les autres. Mais c'est quand même pas du domaine problématique légal, quoi. On n'est pas sur de la création pure de données, même si on est quand même pas très loin. Ça, c'est toute une partie de la zone grise, la sélection de publications, le p-hacking, la création d'hypothèses après qu'on ait eu les résultats, etc. Il y a énormément de pratiques de ce côté-là, qu'on appelle des pratiques de recherche questionnables et non pas des pratiques de recherche frauduleuses, mais qui sont quand même de gros problèmes qu'on essaye de traiter, de résoudre, au moins dans cet article-là. En tout cas, ils parlent de tout ça. Je te laisse ouais, continuer. tout à fait.
Bah du coup, ça fait sens que je passe à cette partie, parce qu'effectivement, il parle du coup des pratiques de données dans la zone grise, qui est, bah ouais, comme tu disais, le p-hacking, tout simplement. Euh, En gros, une utilisation un peu sélective des données, où on va retirer certains outliers, et puis regarder si jamais cette fois-ci le test statistique devient significatif, ce genre de choses, quoi. Et puis si jamais ça ne l'est pas, bon bah on remet les données, ou alors on essaye un autre seuil, etc., etc. Et c'est vrai que et d'ailleurs il y a des morceaux d'interview qui sont donnés, et clairement c'est beaucoup plus accepté, ça. Alors que les conséquences sont pas forcément très différentes en définitive. C'est-à-dire qu'un p-hacking parfait, en fait, la probabilité d'avoir un résultat significatif, elle est de 1, exactement comme quelque chose comme une fabrication de données, en fait. Donc, finalement, ça revient, statistiquement parlant, ça revient au même. Mais comme le processus n'est pas le même, du coup, eh ben c'est vu moins négativement. Et c'est pour ça que c'est une espèce de zone grise, parce que est-ce que du coup, si jamais on n'avait pas retiré les outliers, est-ce que en fait l'analyse elle aurait quand même été bonne, est-ce que c'était le bon choix, etc. Hop, d'un seul coup, ça introduit un petit peu de jeu comme ça dans le raisonnement intellectuel qu'il y a dedans, et ça devient acceptable. Et et en fait, c'est aussi ce que décrivent les gens qui sont interviewés. Et de toute façon, ça, c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain, c'est que c'est aussi très facile de se convaincre même soi-même. En particulier quand on a un projet. D'ailleurs, je me souviens, c'est pas la première fois que je dis ça dans le podcast, mais quand on a un projet qui nous tient à cœur, quand on a travaillé dessus pendant un an et demi, 2 ans, et que à la fin on a un résultat qui est pas significatif, mais presque, et puis on fait une manipulation de données, ça marche pas, du coup on l'a défait, et puis on refait une autre manipulation de données à côté, là ça marche. La tentation de dire, mais mon projet, ça fait 2 ans que je le fais, euh, c'est 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 bon, c'était juste qu'il fallait faire cette manipulation de données pour que ça marche. La tentation, elle est très très grande. C'est vraiment très très grand, et même les gens autour, les autres scientifiques, quand on discute avec eux, si on leur raconte ça, il y a des chances qu'ils lèvent pas tellement particulièrement un sourcil désapprobateur, quoi. En général, ça sera ouais, effectivement, ce que tu as fait, ça a l'air d'être legit. Ça devrait être ok. Ouais, bon, il aurait peut-être fallu le prévoir à l'avance, mais retirer les outliers à plus de trois écarts types de la moyenne, c'est assez standard. C'est quand même assez rigoureux, machin. Non, t'as pas fait un truc trop pourri. Puis, en Alors attends, définitive, parce que donc il y a eu ces interviews et alors ouais, ils se sont un petit peu débrouillés pour avoir un petit peu tout le monde, enfin des gens de plusieurs domaines différents, etc. Une ouais. trentaine de personnes, non, une trentaine de personnes, je crois. Je sais plus. Oui, ça doit être un truc comme ça. Euh, et en gros, là, ce dont tu es en train de parler, hein, le fait de retirer des outliers, donc ils parlent de ces pratiques dans la zone grise, et notamment ils mettent à chaque fois des des petites citations. Et une des citations, c'était la chose la plus importante à faire serait de retirer la pression de publication qui amène à falsifier, enfin à falsifier, à rendre faux ces résultats, à ne pas avoir les résultats qu'on avait. Ouais. Et il y en a un autre qui dit, je pense que la fraude, la vraie fraude est rare, vraiment rare, mais tu peux toujours te débrouiller pour croire que quelque chose n'est pas du p-hacking alors qu'à la fin c'est du p-hacking. Ouais. Et il y en a un troisième qui dit, le problème c'est que les étudiants maintenant ils sont tellement préoccupés, ne sont pas tellement préoccupés par l'intégrité, c'est pas leur problème l'intégrité, ils sont préoccupés par le fait de trouver un travail. Donc l'argument, c'est que si tu as pas de travail, tu peux pas faire de la recherche, donc il vaut mieux faire de la recherche même sans intégrité pour avoir du travail que de ne pas avoir de travail du tout. Ouais. Mm. Donc ça, Et c'était un là-dessus, ouais, vas-y, vas-y. là- ouais, là-dessus, en plus, c'est en rapport aussi avec une stratégie. Donc la personne qui dit ça ensuite a réagi sur le fait de aussi produire des papiers de mauvaise qualité
qui est une stratégie de publication très fréquente chez les juniors, où il s'agit effectivement d'avoir genre un projet, un gros projet, et puis à côté, on va sortir 3, 4, 5 papiers tout pourris, et on le sait déjà, en fait, qui sont nuls. Et même c'est quasiment, c'est-à-dire au moment même de designer l'étude, on sait déjà que on va pas mettre beaucoup d'attention sur la vérification des données, sur les analyses statistiques, etc., etc. Mais l'intérêt, c'est juste d'augmenter le H-index, dont on parlait encore, et puis d'avoir son nom un petit peu là dehors sur les projets de recherche à peu près qu'on a, et en gros avoir un petit peu de reconnaissance. Et l'idée, c'est vraiment de se dire bon ben voilà, si je fais pas ça, j'aurai pas de job, donc je vais le faire. Et puis de toute façon, si moi je le fais pas, d'autres vont le faire, et moi au moins je suis intègre. Donc une fois que j'aurai un job, je ferai les choses avec honnêteté et intégrité. On Qui est verra par la vraiment un... suite que, d'après les interviews, c'est pas le cas non plus. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il y a toujours un Avant, truc comme ça. Ouais. avant les pratiques dans la zone grise dont on vient de parler, il parle de cutting corners, donc prendre des raccourcis. Donc Ouais. les raccourcis, c'est pas vraiment non plus de la zone grise, c'est plutôt de la zone blanche, mais un peu grisâtre, quoi. Mhm. Donc voilà, le fait de prendre des raccourcis, on a comme ça des citations. Il y a une personne qui dit il y a une sorte de pression du temps, notamment quand tu es en thèse, de finir ta thèse. Donc à un moment donné, bah, tu feras pas cette analyse de plus. À un moment donné, tu feras pas cette vérification supplémentaire de tes résultats. Et donc il y a toujours aussi le risque de comment on traduirait sloppiness de pas faire attention, quoi, de manque d'attention aux Ouais. choses, et donc ben et tu risques de faire des erreurs aussi en prenant ces raccourcis par manque de temps, parce que, bah, il faut être efficace avec son temps. Et un Ouais. autre point dans ces raccourcis, c'est, dans les citations et donc dans ta revue de littérature ou, dans la partie discussion, bah, en fait, tu vas pas lire la source. Tu vas trouver un livre qui dit qu'il y a une source, du coup, tu cites la source, mais en citant en réalité le livre dans lequel, ça se trouve, le livre, il a déjà déformé la source, mais toi, en plus, tu vas déformer le livre et que du coup, ça va plus du tout correspondre à la source initiale. Ouais. Et donc voilà, il parle du fait qu'il y aurait, dans les années 80, des gens qui auraient cité des articles des années 60, que ces citations des années 80 seraient citées dans un livre des années 90. Tout le monde cite le livre des années 90, donc toi, tu retrouves le livre des années 90, bah, tu cites ce livre, tu cites pas les sources issues de ce livre-là qui en fait datent des années 60. En fait, d'ailleurs, sont déjà probablement hors d'âge par rapport aux années 90, mais alors encore plus par rapport aux années 2020. Ouais. Donc c'est aussi ces raccourcis dont on parle qui sont vraiment des problèmes de temps. Enfin, en tout cas, les chercheurs disent que c'est principalement lié à des problèmes de temps. Et notamment, tu le disais, avec les contrats courts, bah, tu es obligé de produire des choses dans un intervalle de temps qui est très court et donc d'utiliser ces raccourcis au Ouais. final. Ouais. Ouais, ouais, il y a pas le choix en fait. Effectivement, dans les exemples qu'il donne, c'est par exemple de pas faire une analyse supplémentaire, par exemple, des choses comme ça. Et donc c'est toujours, c'est vrai que moi je trouve ça vraiment terrible parce que c'est pas souvent présenté comme ça la science, mais il y a toujours ce côté, oui, mais si je fais ça en plus, quel retour sur investissement ça va avoir sur ma carrière? Et Mm. si jamais je me prends un mois de travail supplémentaire pour m'assurer que vraiment ça soit méga solide, est-ce que ça vaudra le coup? Et, et bah, pas toujours. Et du coup, bah, il y a des choses, il y a de la rigueur qui passe par la fenêtre parce qu'on sait que le retour sur investissement sera léger. C'est un petit peu cette loi je sais plus comment ça s'appelle, des diminishing returns. Je sais pas comment c'est en français. Ah, des coûts et... Ah, bonne question. Ouais, c'est en gros investir quelques minutes au début de quelque chose, ça donne beaucoup de bénéfices. Donc, on va dire les premières semaines de travail sur un projet de recherche, ça va donner un article à la fin. Mais par contre, si jamais on étend la phase de design et qu'on la fait passer 6 mois de plus, ça va augmenter un petit peu le retour qu'on aura, mais très 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 peu, parce que finalement, ça sera beaucoup plus rigoureux
Mais un article dans une revue moyenne versus un article dans une revue moyenne plus, est-ce que ça vaudra le coup d'avoir investi 6 mois de plus? Bah, probablement pas. Donc à moins qu'il y ait un Nature à la fin en bout de course, en fait les 6 mois, bah en fait on les fait pas. Parce que Les et on rendements sait, décroissants. Les rendements ouais, les rendements décroissants. décroissants, c'est ça exactement. Donc on sait et on sait déjà et même déjà vu moi hein, au tableau tu sais, un petit graphique pour dire alors attention parce que là c'est beaucoup de travail et littéralement hein, quelqu'un qui dessine ce graphe disant c'est beaucoup de travail et là tu vas augmenter que très marginalement la qualité pour quelques semaines supplémentaires de recherche donc là ça vaut plus le coup tu t'arrêtes là. Alors après, qualité, il faut s'entendre en qualité, hein, parce que l'article fini est censé être un article de qualité, sauf qu'en fait, quand on regarde ce que font les, les chercheurs dans les articles, ils passent une grosse partie quand même à l'écriture, et on n'est pas censé être des auteurs de littérature non plus, quoi. Donc ça, il y a aussi une question, hein, Ouais. j'avais vu sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça, une chercheure très importante qui parlait de comment les articles devaient sonner comme de la musique. Mhm. Et en fait, ce qui est quelque chose pour moi qui suis pas un très, j'écris pas très bien en anglais. Je suis complètement, enfin déjà écrire sans faute en anglais, c'est déjà beaucoup. Alors en plus, il faut que je comprenne comment ça sonne. C'est même pas Ouais, la peine. Donc en fait, c'est aussi une sorte de gatekeeping hein, de faire ça. C'est-à-dire ouais. le fait de garder les portes pour que des gens qui ne sont pas des personnes qui parlent nativement anglais ne puissent pas accéder à ces revues parce qu'ils écrivent trop mal. Finalement, plutôt que d'abaisser la qualité de l'écriture, mais en augmentant la qualité de la science en elle-même et pas juste le rapport, ça serait quand même vachement plus bénéfique que juste dire, bah non, en fait, même si votre article il est très bien écrit, enfin il est très bien fait, l'expérimentation est très bien faite, on n'acceptera pas parce que c'est mal écrit en anglais. Donc Ouais. tout dépend de ce qu'on appelle qualité, quoi, hein. Bah, c'est-à-dire que ça sera jamais dit en toutes lettres comme ça, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de bon, si jamais vraiment c'est plein de fautes, ça pourrait être dit que la qualité de l'anglais est trop faible, mais ça sera pas dit en toutes lettres comme ça, mais c'est-à-dire qu'un article bien écrit, il va aussi, en fait, il va susciter je dirais presque de la, peut-être pas Des attentes plus importantes. ouais, des attentes. Non, je veux dire par là, genre, ça fait accepter l'argument, quoi. Un Ouais, article bien écrit, tu vois, qui flow un petit peu et tout ça. Je veux dire, en vrai, il y aura quelque chose probablement pour qu'un article flow bien correctement. En vrai, il y aura probablement un tout petit peu des petites doses de cherry picking et puis des petites manipulations un petit peu dans le langage, etc., pour faire croire que oui, alors ceci a été suggéré, alors qu'en fait, bon, dans les articles, c'était pas aussi clair, etc., etc. et Et plus convaincant, quoi. ouais, Et c'est plus ça, c'est plus convaincant. convaincant. Et c'est exactement ça. Ouais, c'est-à-dire et de toute façon, c'est l'objectif d'un article à l'heure actuelle, malheureusement, c'est d'être convaincant. Et une part de ce qui est convaincant, c'est effectivement la méthode, c'est la façon dont l'étude a été faite, mais la façon dont c'est écrit fait aussi une grosse partie de la convaincanterie, euh, voilà, de l'article. Par la suite, ils s'intéressent, les chercheurs, à l'éthique de recherche en tant qu'exercice de, comment, cocher des cases. Ouais, Cocher des ouais, cases. cochage de cases. Ouais. Il y a enfin, moi, la manière dont j'ai été sensibilisé à l'éthique de recherche à l'université, c'était littéralement un cours en ligne avec des QCM à la fin. Donc, je Ah, moi vois très aussi. bien ce que c'est qu'un exercice de cochage de cases. Ouais. C'est vraiment du QCM très basique. L'idée hein, auquel on discute les chercheurs là, c'est finalement est-ce que ça serait pas mal de faire ce qu'on appelle des guidelines, donc des sortes de guides pour dire ben voilà, vérifiez que vous, dans votre étude, vous avez bien fait ceci, cela, ceci, ceci, et donc cocher des cases. Ouais. La plupart des interviewés par rapport à ça sont principalement contre ça, hein, parce qu'en fait, ça fait perdre du temps à ceux qui veulent bien faire les choses. Et ça n'empêche pas ceux qui font mal les choses de soit s'en ficher complètement, soit cocher des cases de base ou en faire le minimum syndical, voire dire qu'ils ont fait des trucs et pas forcément les faire. On connaît hein, d'ailleurs, si vous vous souvenez, notre deuxième épisode, les données sont disponibles sous requête raisonnable.
On Ouais, avait vu que, en fait, non, mais simplement tu coches la case oui, ce sera disponible, et ça suffit bien, pas besoin de prouver que ça sera vraiment disponible. Donc exactement. finalement, ils sont très, tous les chercheurs qui ont été interviewés étaient globalement contre hein, ce type de possibilité de faire des guidelines éthiques, parce que finalement, ça résout pas le problème, ça met juste un peu plus de bureaucratie dans les mains des chercheurs qui veulent bien faire les choses. C'est vrai. Et puis ça se voit en plus que les choses évoluent quand même un petit peu là-dedans. Il y a, moi j'entends de plus en plus des gens faire des préenregistrements où ils mettent le moins de choses possible. Vraiment, genre ils mettent même pas l'analyse statistique, ils mettent pas d'analyse de puissance, etc. Et en fait, ils mettent un préenregistrement où c'est juste vite fait l'hypothèse et il y a rien d'autre. Et, euh, et ensuite, bah, dans l'article, ils peuvent dire, et ils ont le droit parce que c'est effectivement vrai, ils peuvent dire on a préenregistré l'hypothèse. Et donc, un lecteur qui est pas super rigoureux, il va lire, puis il va dire oh, on a préenregistré l'hypothèse, puis en fait, il va lire on a préenregistré l'analyse statistique, puis en fait, il y avait rien dedans, il servait à rien en fait ce préenregistrement. Donc je te raconte un truc. La semaine Ah, dernière, j'étais du coup allé voir Daniel Lakens, comme tu as vu la petite photo. Pour, yes. pour les auditeurs, la semaine dernière, c'était il y a 3 mois, hein, donc c'était début juin. Et il me disait que il avait chopé l'API de OSF Ouais. pour télécharger toutes les données qui sont sur OSF. Donc, quelles données on a sur OSF? On a les données brutes, c'est-à-dire tous les préprints, SciArchive, BioArchive, etc. Les données associées, les scripts associés, les préenregistrements associés, et puis toutes les métadatas, les chercheurs, les titres, les mots-clés, etc., etc. En tout, il me disait, ça fait à peu près 90 gigas. Ce qui est pas Ouais. beaucoup, hein. Ouais, C'est rien 90 du tout, gigas. ouais. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Et il me disait, il est allé regarder les préenregistrements. Et tu sais, il a juste fait les analyses descriptives, notamment l'analyse de fréquence. Et il a trouvé des articles, tiens-toi bien sur ta chaise, il y Mhm. avait 126 préenregistrements, maximum 126 préenregistrements, 125 supprimés. Ah. C'est-à-dire, pour les Ouais. auditeurs, un chercheur qui a fait une étude, il a fait 125 préenregistrements de l'étude. Probablement que certains étaient un peu, je sais pas, pour s'entraîner, bidon, je ne sais trop quoi. Mais très probablement que il a fait plusieurs enregistrements d'effets statistiques différents, d'hypothèses différentes, etc., qu'il a supprimé par la suite. Ça n'apparaît pas sur le site internet, ça n'apparaît évidemment pas sur le préprint, mais ça apparaît quand tu télécharges via l'API les données associées à l'article. Ça n'apparaît que dans, donc en fait c'est caché, ça existe que sur le serveur, quoi. Et il dit, même si là, c'est vraiment un cas énorme, il y a un certain nombre d'études qui vont entre 10, 15, 20 préenregistrements. Oh là 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 C'est-à-dire là. des chercheurs qui vraiment font plein de préenregistrements et vont ensuite cacher les préenregistrements qui n'ont pas marché. Ouais, ça c'est grave. C'est grave parce que du coup, ça veut dire ça sert plus à rien, quoi. Ben non. Mm. Encore un bel argument en faveur des registered reports. Mais c'est fou quand même, hein. Les mecs, ils sont prêts à tricher sur des trucs pas obligatoires. Je veux Ouais, ouais, dire, ouais. personne va te poser de problème si tu fais le préenregistrement, mais j'ai quand même triché là aussi, on sait jamais. Non, t'auras pas de problème, mais si tu veux publier dans Psych Science, par exemple, à l'heure actuelle, t'as plutôt intérêt d'en avoir un préenregistrement, tu vois. C'est Non, vrai. et même dans les revues Nature maintenant, c'est quand même très 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 apprécié. Et donc, c'est pas Et obligatoire, il faudrait que ce mais c'est préenregistrement soit systématiquement revu par quelqu'un d'extérieur qui oui. puisse prouver au journal, notamment si c'est le journal lui-même hein, qui requiert le préenregistrement, que ça a été fait avant de collecter les données, quoi. Ouais, ouais, exactement. Parce qu'en plus de ça, même là, c'est ce qui est détectable. Parce que du coup, j'imagine que du coup, c'est des préenregistrements qui ont été linkés au Qui projet sont au OSF. projet, ouais, exactement. Voilà. Ce qui n'est pas obligatoire. Donc du coup, c'est tout à fait possible de créer un préenregistrement lié à aucun projet, le supprimer, et celui-là, on ne sait même pas Mais à je quoi il suis en est train relié. de dire, hein, c'est toujours possible de faire une étude, d'analyser l'étude, de faire le préenregistrement et de dire 6 mois plus tard, hey, ça y est, on a fait l'étude. Ouais,
Ouais, bien sûr. Ah bah Enfin, je veux bien dire, sûr, de ça c'est. base, de base, le préenregistrement. Ouais. Bon, bref, Ouais. parenthèse fermée, Nathanaël, mais c'est vrai que c'est C'est quand une même très très belle terrible. anecdote. C'est une très belle anecdote. Euh, Euh, un des points suivants dont parlent les chercheurs, c'est pourquoi est-ce que on ne parle pas des pratiques de recherche grises, questionnables, etc. C'est pour éviter les problèmes. ouais, effectivement. Bah, c'est-à-dire, oui, il y a il y a plein de couches à ça en fait, parce que euh, effectivement, déjà, on veut pas forcément causer de problèmes aux gens en particulier, et ça, il y a un petit peu cette règle plus ou moins tacite, parfois explicite, hein, que les juniors qui font n'importe quoi, on tape pas dessus. Parce que c'est des juniors, ils en ont besoin de faire n'importe quoi pour avoir leur carrière. Donc c'est un petit peu ce qui pose problème, parce que du coup après ils deviennent seniors et ils sont devenus seniors en faisant n'importe quoi. Donc du coup, est-ce qu'ils vont devenir éthiques? C'est quand même une grosse hypothèse de base de se dire non mais c'est juste parce qu'ils sont juniors euh, voilà qu'il faut qu'ils font n'importe quoi. Et puis même pour soi en fait, en général, je sais pas moi, par exemple, on fait un PhD ou on fait un postdoc ou quoi, on est quand même, en gros, comme on est des juniors, on est sous la tutelle un petit peu d'autres personnes. Quand on commence à faire un peu trop de vagues, on sait très bien que derrière le job, on n'aura pas d'extension de travail, quoi. Si jamais tu commences à balancer un rapport de problème éthique avec de quelqu'un d'autre dans ton labo, euh, autant dire que si tu gardes ton contrat jusqu'à la fin, t'auras pas un renouvellement après, quoi. Parce que t'as fait chier, quoi. Donc, C'est ce qu'ils c'est disent hein, pas. dans les Ouais. citations. Il dit, moi, ça m'irait très bien hein, de dire les choses et de parler des problèmes, mais je sais qu'à la fin, ça risque de me coûter mon travail et que la personne qui a mal fait les choses, elle devrait rester. Mhm. Il y en a un autre qui dit, je connais des étudiants donc en thèse qui ont des problèmes avec leur superviseur et qui veulent pas en parler parce que ben en fait ils ont des entretiens avec ce superviseur une fois par an. Donc finalement, si tu parles de ce problème-là dans un des entretiens, bah, finalement c'est un entretien sur les quatre que tu auras avec lui qui servira juste à ça, à régler ce problème-là si on arrive à régler le problème et qui en plus risque d'avoir des problèmes sur son contrat, voire sur la finalisation de sa thèse, ce qui vaut pas le coup non plus. Ouais, tout à fait. Et puis il y en a un dernier hein, qui dit, ça revient aussi à ce que tu dis, il dit, je suis sûr que s'il avait une position de permanent, si j'avais un CDI, je parlerais des problèmes autour de moi que je vois, mais là pour l'instant je peux pas parce que j'ai pas de contrat permanent. Ouais, c'est Donc vrai. ça, Et là tu as vraiment surtout parlé des personnes précarisées, souvent plus jeunes et souvent avec moins de pouvoir, d'importance, qui disent oui, mais quand je serai plus âgé et quand j'aurai un poste permanent, etc., je ferai plus attention à ces choses-là, je serai plus éthique, je serai. Sauf qu'à la fin, il se trouve que il y a une petite partie qui se trouve sur les formations à l'éthique, mais aussi les conférences, enfin voilà, les colloques pour sensibiliser les chercheurs aux problèmes éthiques. Et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun permanent qui y va. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est du temps perdu. C'est vu comme des distractions qui est une distraction par rapport au temps où ils auraient pu faire des activités qui proposent plus de récompenses, comme par exemple écrire des grants, donc des propositions pour obtenir des financements, écrire des articles, écrire des livres, des choses qui permettent d'avancer leur carrière plutôt que ces trucs-là qui servent à rien. Donc ouais, finalement, c'est pas forcément même si on pense que en obtenant un poste plus euh, périn, on a plus de chances d'avoir, enfin, d'être éthique. Finalement, ce qu'on nous dit là, c'est qu'ils le sont pas du tout. En fait, ils se prennent même plus la peine de faire de l'éthique ou de l'intégrité scientifique. ouais.
Bah oui, parce qu'on a cette vision. En fait, quand on est junior ou extérieur à la situation, on a cette vision que le poste permanent, ça y est, c'est le Graal et puis c'est la destination finale, sans, sans jeu de mots sur le film. Mais en fait, pas du tout. Une fois qu'on a, heureusement non. Et ouais, non, en fait pas du tout. Quand on est, alors bon, les rangs des postes sont différents de pays en pays, mais genre ici par exemple, en gros, au Danemark, on est postdoc, ensuite on devient assistant prof en général, puis après on devient associé de prof, et ça c'est le premier boulot avec un CDI normalement, et puis ensuite full professeur. Donc quand on passe associate, on a tenure, donc on a le poste permanent, mais il y a un autre poste au-dessus. Et en particulier, il est attrayant ce poste parce que le poste de associé de professeur, le bump de salaire, il est tout petit par rapport à postdoc. Donc en gros, tu gagnes globalement la même chose. C'est juste que la petite carotte en plus, c'est de dire par contre, voilà, si tu veux, tu peux continuer à gagner ça pour le reste de ta vie maintenant. Tu peux rester là. Mais ça plaît à personne, ça. Tout le monde a envie de devenir full professeur. Déjà parce qu'il y a comme je disais, il y a le bump en salaire qui est très significatif. C'est genre, ça doit être genre 2000 balles net par mois en plus, un truc comme ça. Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Et puis bon, bah même en tant qu'universitaire, je pense qu'on a tous un peu cette petite tendance à bien aimer la récompense sociale. Ça fait partie quand même des gros perks du travail, quoi. Et donc on aime bien quand les gens ils nous écoutent, ils se taisent et tout, et puis on dit des trucs, on s'en fout. On raconte n'importe quoi, mais ils écoutent. On aime bien faire ça. Et, euh, et donc du coup, bah, devenir full professeur, ça en jette à fond, ça en jette vachement plus. Et puis effectivement, écrire des livres, voilà. Après, tu vas sur TF1, quoi. Tu vas à TF1, puis on te dit, oh, monsieur professeur, machin et tout ça. Et puis vous avez sorti un livre, et puis tu sais, t'as le présentateur avec le livre à côté. Ah, vous avez sorti ce livre qui machin, etc. Quelque part, il y a évidemment beaucoup d'universitaires qui veulent ça. Et en particulier, même s'ils croient ne serait-ce qu'un minimum, même s'ils sont pas forcément cyniques, qui croient à leur travail, ils ont envie que leur travail il soit dispersé, qu'il soit donné dans le grand public. Donc ils veulent avoir une voix qui porte plus. Et donc ils veulent plus de pouvoir, etc. C'est normal. Mais du coup, ça veut dire quand on est associé de professeur, en fait, on continue à la fermer parce qu'on veut devenir full professeur. Donc, du coup, il y a Puis encore quand on des est full années, là. professeur, on veut devenir président de l'université. Et puis après, quand on est Ouais, président de l'université, on veut devenir euh, ministre d'éducation supérieure. Enfin, voilà. tu as toujours la Président du monde. possibilité. Après, tu peux viser plus haut, c'est ça qu'il faut voir. Après, tu deviens Michael Jackson. Et puis, enfin, tu peux aller vraiment très haut, hein, au final. C'est vrai. Et oui, effectivement, ben, c'est vrai que même les full professeurs, même ceux qui n'ont pas le désir de partir dans l'administratif, parce qu'après, quand on devient chef de section ou de département, ça devient un boulot qui est plus administratif finalement. On fait assez peu de recherche après. Et même ceux qui veulent pas ça, bah, ils veulent au moins avoir un groupe de recherche avec pas mal de chercheurs qui font des trucs dedans. Parce qu'ils ont Ou tout envie d'avoir. simplement, ouais, tout simplement être le directeur du laboratoire, hein, typiquement. Ouais, voilà, exactement. Et donc continuer à faire de la recherche, tout ça. Mais pour ça, bah, il faut avoir plein de graines. Il faut vraiment Alors, candidater pour plein justement, de. tu parles des grandes. Et oui, La voilà. section suivante, c'est sur le fait d'être un auteur, et enfin des pratiques des auteurs et les pratiques d'écriture des grants, je sais pas comment on dirait en français, je vais regarder comment on dit en français. Ce qu'on dit à chaque fois en anglais, mais grants. Financement, je sais pas comment c'est. Subventions. Des Subvention, subventions, d'accord. ah, c'est bien ça. On va utiliser le terme, il faut que je le note. Ouais, écrire des subventions de recherche. Ouais. Ben oui. Et parmi les critères de succès pour les financements et subventions de recherche, il y a notamment le fait d'avoir un certain nombre d'authorship, d'avoir été avoir écrit un nombre significatif de papiers. Donc ça, en fait, finalement, ça disparaît pas avec le temps. Si on veut avoir des financements, il faut avoir plein de collaborations, il faut avoir travaillé avec plein de gens sur plusieurs sujets si possible, parce que si on a un seul tout petit sujet super niche, il y a plein de financements en fait qui ne financent pas ce sujet niche.
Donc du coup, il Alors, faut c'est élargir un peu ces ouais, horizons. élargir, mais surtout, hein, ils disent la source principale d'incertitude sociale, c'est l'hésitation du type de recherche que l'on va mettre en avant en fonction de l'organisme financeur. Et la plupart des Exactement. scientifiques, comme ils ont un manque de financement de base, ils vont dédier une proportion importante de leur temps à chercher des subventions avec de faibles chances de succès. Ouais, Et la stratégie qu'ils utilisent pour maximiser leur succès, c'est de parfois changer un peu leur thématique de recherche ou avoir une ouais, thématique de recherche très proche des siennes, mais sans être exactement celle sur lesquelles ils sont experts, parce qu'ils savent qu'en utilisant certains mots-clés, certaines thématiques, certains types d'expérimentation, etc., il y a beaucoup plus de chances d'être financé que d'autres. Donc ça fait aussi partie des pratiques un petit peu grises. ouais. Mais ça, en fait, on le voit beaucoup, hein. Par exemple, je suis certain, alors je sais pas quel est j'ai pas de chiffres, mais je suis certain que là, les organismes de financement, ils ont eu un bombardement de la part de tout le monde, dans venant de tous les départements, dans tous les sens, sur l'intelligence artificielle. Bien sûr. C'est absolument certain. Moi, j'ai vu des gens commencer à écrire des papiers sur l'IA, mais genre de scratch. C'est-à-dire, il y a eu, en gros, les médias ont commencé à parler de ChatGPT. 2 mois plus tard, il y avait des préprints de gens qui avaient jamais touché un ordinateur de leur vie sur comment l'intelligence artificielle va révolutionner le monde de l'entreprise, blabla, etc., etc. Et c'est certain, la stratégie là derrière, c'est d'écrire vite un article sur l'intelligence artificielle pour pouvoir ensuite Oui, pour se candidater positionner, pour des fonds. Voilà, on se positionne parce tu te qu'après, du coup, positionnes en tant regardez, qu'expert. exactement, j'ai déjà écrit 3 articles sur le sujet, alors que les mecs, ils comprennent rien. Ils ont jamais programmé une ligne de code de leur vie et ils ont des articles entiers écrits sur ChatGPT et sur la révolution de l'intelligence artificielle dans la société. C'est alors qu'ils en avaient jamais entendu parler avant, hein. Donc c'est vraiment genre ils ont lu 3 trucs quoi, et c'est déjà en train de publier. Et puis, parmi les pratiques là, du coup, qui sont faites, il y a aussi les faux co-authorship. Du coup, dont là, il y a un petit peu de, il y a une personne qui en parle, avec ce côté. Faux et promesse. Il y a le côté faux, mais il y a aussi le côté promesse qui est Oui, oui, important. oui, Moi, tout à fait. Ouais, j'ai participé à une des formations sur comment écrire des demandes de subvention, je sais plus où, enfin bon, bref, peu importe. Et en fait, il y avait une étude de cas d'une personne qui avait écrit une demande de subvention, qui avait eu la subvention, qui parlait hein, de plein de choses vis-à-vis de ça, mais il disait en fait pour augmenter mes chances de succès, mais aussi parce que ça l'intéressait vraiment, cette personne, je pense, est une personne intègre, du moins je l'espère. Elle ouais, disait, mais en fait, vu qu'il y avait beaucoup d'argent qui aurait pu être disponible, j'ai proposé de me lier à un coauteur qui est économiste pour pouvoir faire des modélisations économiques de ce sujet psychologique et de me lier aussi avec un chercheur en neurosciences pour pourquoi pas aussi faire des IRM par rapport à ce sujet. Donc en fait, le projet de recherche en lui-même, c'était un projet spécifique de psychosocial, mais ouais. avec aussi une partie économique et une partie neurosciences. Qu'est-ce qui s'est passé 3 ans après? Il n'y a jamais rien eu avec l'économiste. Il n'y a jamais rien eu avec le neuroscientifique. Des études ont été conduites en psychologie sociale uniquement. Et finalement, il y a eu tout un pan de promesses qui n'a pas pu être tenu, mais en fait, qui était probablement même pas tenable dès le début. Enfin, j'en sais rien de ce projet-là, mais c'est possible. Ouais. Simplement, ben, on sait que pour augmenter les chances de succès, il faut promettre d'être avec tel type de coauteur ou tel type de coauteur. Ouais, absolument. Ouais, tout à fait. Mm. Et oui, il y a aussi l'idée. Je lis là, De- hein, mais ouais, il y a aussi l'idée que ouais, je sais ce que tu vas dire. ouais, Tu me mets sur ton papier, je me mets sur ton papier, ce qui augmente ouais, aussi hein, la possibilité ça. Ouais, bah, voilà, d'augmenter sa citation dont on parlait, hein, son taux de citation. ouais, Donc ouais, là, ouais. on Et n'est plus qui sur des effectivement. promesses, on est sur enfin, voilà, du rapport social c'est bizarre quoi, des gens du même laboratoire. Et j'ai une Ouais. anecdote encore. Tu vas me dire ça toujours des anecdotes. Ah, vas-y, très bien. Je suis en train d'écrire la prochaine newsletter et il y a une méta-analyse qui est parue très récemment sur l'efficacité de l'EMDR sur la dépression non traumatique, parce que le MDR à la base c'est contre le traumatisme. Ouais, Ils ont fait la méta-analyse partait bien, tu vois. Quand j'ai commencé à la lire, je me suis dit ah c'est pas mal, c'est intéressant. J'arrive au moment des risques de biais. Donc, il y a une checklist des risques de biais. Ils disent sur les 11 articles retenus, un seul article est à faible risque de biais.
Je dis, bah, très bien, allons voir cet article. Je veux voir l'article qui a pas de biais dedans. Et j'ai l'article et je vois, mais il y a 49 sujets répartis en 4 sections. Et c'est pas du tout du double blind. Je me dis, mais comment c'est possible que l'article soit à faible risque de biais? Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je me rends compte que l'auteur de la méta-analyse, c'est l'auteur de cet article. Et je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. L'article est ni meilleur ni moins bien que les autres. Juste, c'est le même auteur qui a fait les deux articles. Bref, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais c'était vraiment, ouais, tu me mets sur ton papier, je me mets sur ton papier, mais là, Ouais, c'est vraiment des cas. Bref. ouais. Bah, et là, c'est vrai que c'est une zone particulièrement grise sur ce truc-là, sur ces procédés transactionnels, parce que c'est vraiment, il y a du vrai travail qui sera fait quand même. Avec je te mets sur le papier, tu me mets sur le mien, etc. Donc du coup, c'est bien, c'est de la collaboration scientifique, mais ce qui est gris, c'est qu'elle est à dessein et elle est, tu vois, elle ne naît pas du fait que on a choisi l'auteur parce que l'auteur il a quelque chose d'intéressant à dire, parce que je sais pas, parce qu'il va avoir une valeur ajoutée qu'on a envie qui est sur le papier, etc. Non, c'est parce que les C'est gars, pour rendre on a service. une, voilà, c'est ça, ouais, on a une carrière et du coup, on a tous les deux une carrière où il faut qu'on augmente, hop, 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 et on fait ça. Et c'est incroyablement courant, ça. Moi, j'ai vu des directeurs de thèse qui avaient plusieurs thésards, un thésard qui réussissait à publier et qui demandait à ce que l'autre thésard qui n'arrive pas à publier soit co-auteur, Ouais. euh, alors qu'il avait absolument pas du tout pris part à l'étude, c'est même pas la même thématique que sa thèse. Ouais. Ah ouais, 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 tout à fait. Ça, j'ai vu aussi dans Un, mon un département, ça se fait. dernier point auquel il parle, et pour le coup, ça c'était quelque chose sur lequel moi je suis beaucoup moins sensibilisé, mais bon, j'imagine que ça se passe aussi souvent, hein. C'est le fait de chercher des financements en modifiant ses pratiques de recherche pour qu'elles soient personnalisées en fonction d'intérêts commerciaux d'un Ouais. partenaire commercial qui pourrait financer. Il y a ce chercheur qui dit qu'il a un de ses collègues, enfin non, c'est même pas un de ses collègues, c'est le directeur de son laboratoire ou de son département, qui lui a dit que s'il ne pouvait pas trouver un moyen que telle corporation internationale sponsorise sa recherche, c'est qu'il n'est pas assez créatif. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée de t'es un mauvais chercheur si t'arrives pas à recevoir le financement de cette grosse entreprise, quoi. Ouais. Mhm. Bah, pour être dans un département à l'heure actuelle où il y a des gens qui font du marketing et du management, oui. Je veux dire, ça fait partie des discussions du coup ici dans le département où je suis, de savoir comment orienter un peu les recherches, histoire que les entreprises financent les recherches. C'est pareil, c'est quelque chose auquel moi je suis pas sensibilisé non plus, c'est pas quelque chose que je fais, mais là du coup c'est un truc que j'ai découvert un petit peu avec mon poste actuel, du fait que j'ai des collègues dont c'est un peu le métier, quoi. Et ça s'arrête là pour les Ouais. questions. On arrive à la partie discussion. Est-ce que tu avais noté des choses? Parce que moi, j'ai noté vraiment deux, trois trucs, mais si Mhm. tu veux, J'ai pas grand chose de noter sur la discussion. Elle est assez longue, mais en même temps, c'est juste. Enfin, je veux dire, bon, c'est une discussion, quoi, donc elle est très. qu'est-ce qu'on Elle fait qu'est-ce qu'on va que. s'embêter à expliquer? Moi, c'est ça, c'est l'endroit où ils ont réfléchi, ça nous intéresse pas. Et non, enfin, je veux dire, quelque part, il retombe un petit peu, je trouve, sur les discours en fait auxquels on pourrait s'attendre étant donné les données et étant donné le système actuel, c'est que il faut clairement le système actuel est probablement très probablement ce qui cause le problème et les gens sont poussés en fait à faire tout ça. Et justement, j'insiste vraiment là-dessus, hein, parce qu'il y a toujours ce débat entre individuel versus système, dont je parlais au tout début du podcast, et je pense que vraiment il faut qu'on insiste là-dessus, hein, ce que disent les chercheurs, hein, ils disent nous recommandons que des efforts soient faits
pour modifier la culture de publication dans laquelle les incertitudes scientifiques ne sont pas des problèmes liés à des chercheurs en tant qu'individus, mais ces incertitudes doivent être vues comme des ressources dans la création de savoir scientifique à un niveau collectif. C'est vraiment l'idée qu'il faut vraiment modifier le système autour des chercheurs si on veut que les chercheurs aient des comportements honnêtes, intègres de recherche. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment un point hyper important et trop peu souligné. Oui, évidemment, on doit parfois parler de la moralité et du fait que les chercheurs, normalement, devraient être intègres par eux-mêmes. Et la vérité, c'est que c'est des humains normaux et que des humains normaux, bah, si t'as pas des lois et des contraintes, ben, ils vont faire ce qu'ils veulent avec l'impunité qui leur est donnée. Ouais, tout à fait. Un autre Après, point, ouais. ouais, Mhm. un, Ouais, un point qui est vas-y, vas-y, vas-y. un point qui est associé, c'est que les participants ont partagé leur scepticisme dans l'utilisation des guidelines, parce qu'effectivement, les guidelines, c'est pas des contraintes. Enfin, en tout cas, c'est des contraintes pour ceux qui veulent bien les suivre, mais c'est pas des contraintes pour ceux qui veulent pas les suivre. Les guidelines, c'est juste cocher des cases, et si ça n'amène rien, si t'es pas obligé de prouver pourquoi tu as coché telle case plutôt que telle case et que c'est pas contraignant pour toi, bah finalement tout le monde va cocher par défaut des trucs et ça servira pas à grand chose. Ouais, ouais, tout à fait. Vas-y, je t'écoute. Non, tu sais, oui, les auteurs insistent aussi pas mal sur le fait que ça n'excuse pas pour autant les comportements, parce que ça serait un peu comme avoir une société où il n'y a pas vraiment de police, et du coup, quelque part, moi j'ai un petit peu cette sensation qui est un peu l'argument derrière, dans une société complètement anarchiste sans système de police, si quelqu'un tue quelqu'un d'autre, on dit ah mais c'est le système. Bah oui, le système le permet, mais en même temps, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle. Mais il faut aussi comprendre que le Ouais. système lui-même, il pousse. En fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup cette rhétorique actuelle qui est du tout individuel. C'est-à-dire, Ouais, quand on, quand on, quand on met le doigt sur un problème, à un endroit, première réaction de tout le monde, c'est ah, c'est quel chercheur qui pose problème? ouais, Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a une réponse qui est toute individuelle. Quand tu vois Stapel, qui dans son livre en 2012 disait je comprends pas ce que j'ai fait de mal, tout le monde autour de moi faisait pareil, ouais, et que finalement, lui, il a perdu son boulot et que tous les gens autour de lui, on n'a même pas leur prénom. Quand ouais, tu as Francesca Gino qui dit ah bah, je comprends pas le problème, tout le monde autour de moi faisait pareil, que Daniel Lely, pareil, et que les gens autour, ils n'existent toujours pas, on se dit bon, il y a quand même. Il y a un problème, hein, dans la rhétorique qui est utilisée, c'est vraiment on cherche le bouc émissaire, on cherche le fautif, on l'exclut et le système s'en porte bien. À un moment donné, il faudrait dire non, ces gens-là, c'est la norme dans le système. C'est normal ce qu'ils font. Et il y a plein de ouais, gens autour d'eux, ils font ça aussi. Donc à un moment donné, soit tu vires tout le monde, soit tu vires personne et tu dis bah on change le système. Donc j'entends, hein, aussi l'argument de on peut pas dire systématiquement c'est le système quand des gens fraudent et qui mettent en danger des gens, etc. Il faut sanctionner les individus. On le fait plus ou moins bien, mais on le fait. À un moment donné, si on veut faire de la prévention, faire en sorte que ces choses-là n'arrivent plus, il faut changer le système aussi. ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis, c'est-à-dire que si jamais c'était que des cas très isolés, on pourrait se permettre de se dire, ouais, c'était vraiment très anecdotique. On pourrait effectivement se dire c'est de la responsabilité personnelle. Je pense que maintenant, on a suffisamment d'exemples carrément de fraude, hein, mais aussi quand on va un petit peu dans cette zone grise, quand on observe comment ça marche dans les départements un peu partout, on sait très bien que les zones grises c'est la norme. Donc si c'est la norme, bah oui, c'est les normes qu'il faut changer, hein. Et Mmh. puis et pour ça, il faut changer la culture de recherche. Et on pourrait presque croire que c'est un thème dans le podcast qu'il faudrait réparer la science, mais Je sais pas voilà. d'où vient cette idée. Un dernier point de l'article que je pensais très important. Ils disent, les chercheurs, alors je suis pas forcément convaincu par ça, on s'entend, mais c'est quand même un point essentiel. Ils disent les racines de la majorité des pratiques de recherche questionnables se trouvent dans les conditions de travail et notamment de la précarité de travail.
Ce que disent ces chercheurs, c'est que le fait d'être dans des conditions précaires fait qu'on doit produire de la qualité, des articles dits de qualité plus vite, avec des contraintes très fortes, et ça amène forcément à des pratiques de recherche questionnables. Et je suis parfaitement d'accord avec ça, dans le Ouais, sens où c'est assez évident que c'est le cas. Mais après, on peut aussi penser contrefactuellement et se dire, et s'il y avait des bonnes pratiques de recherche, est-ce que, pardon, et s'il y avait des bonnes conditions de travail, est-ce que les pratiques de recherche seraient fondamentalement améliorées? ouais. Je pense pas, parce qu'en fait, Non, il y a moi non aussi des plus. relations de pouvoir et que finalement, quand tu es dans un domaine qui est compétitif, même avec des bonnes conditions, tu te retrouves forcément avec des gens qui veulent des places supérieures aux autres et des meilleures conditions que les autres et qui aient accès à des postes plus importants que les autres. Tu vas vouloir avoir une position politique plus que scientifique, une position Ouais, administrative, et pour ça, il faut acquérir du pouvoir sur les autres, et donc tu es quand même dans un système ultra compétitif ouais. qui t'amène à vouloir sécher ou être dans des zones grises pour obtenir du pouvoir et améliorer ta carrière par rapport aux autres. D'ailleurs, un des contre-arguments, à cette idée, c'est qu'il y a des pays dans lesquels il y a quand même, des qualités de travail qui sont bien meilleures que dans d'autres pays. On peut pas penser par exemple aux Pays-Bas, qui ont vraiment des très bonnes conditions de travail globalement, Ouais. dans lequel, on observe quand même une prévalence, de la fraude qui est quand même assez importante, et BEM comme Stapel étaient des Pays-Bas, typiquement. C'est Donc vrai. C'est vrai, mais c'est aussi un des pays, comme tu le disais au début, où il y a le plus d'output scientifique pour essayer de résoudre les soucis. c'est tout à fait exact. Ouais, c'est un pays très pragmatique, faut le voir comment leurs infrastructures de services publics, fonctionnent, c'est fou. Heu, mais heu, mais ouais, je pense qu'effectivement, la précarité joue beaucoup, mais je Ouais, pense qu'il faut pas se leurrer et il faut bien comprendre que c'est le système économique en entier qui pose problème. C'est ouais, le fait d'avoir des voilà, en fait, c'est juste le fait que si on veut exercer correctement une curiosité scientifique, on a besoin de ressources, on a besoin de temps. On n'a ni le temps ni les ressources. Et c'est pas parce qu'on aura un CDI plutôt qu'un CDD qu'on aura plus de temps ou plus de ressources. ouais, ouais, je suis d'accord. Puis en plus, il y a enfin, il y a un peu un équilibre, enfin un équilibre. C'est pas très équilibré, mais je veux dire, c'est aussi un travail qui, si jamais les conditions de travail étaient un petit peu meilleures, c'est un travail qui est quand même très, très, très attractif, Ouais. scientifique, pour plein de raisons, que ce soit social. Enfin, c'est surtout social en fait. Et Mais je veux non, et dire, puis il y a aussi la possibilité enfin, c'est un métier passion aussi, hein. ouais, 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 tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, si jamais les conditions s'amélioraient, en fait, il y aurait encore plus de gens qui voudraient devenir scientifiques. Et donc, il y aurait à nouveau une grosse compétitivité. Ouais. Et comme il y en Et a déjà à l'heure actuelle, mais si en plus on améliore les conditions, il y aurait encore plus de candidats, en fait. Donc, et fondamentalement, il y a quand même la question il y a pas suffisamment d'argent pour le nombre de chercheurs qui existent. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Et le dernier point, je pense, avant qu'on wrap up l'épisode, Ouais, et de parle du fait que, je pense que c'est vraiment fondamental d'ailleurs, la majorité des chercheurs sont conscients ce que signifie faire de la bonne recherche. Et ils ouais. sont conscients que ce qu'ils font n'est pas de la bonne recherche. Ça, je trouve ça hyper important. Ils disent, nous ne sommes pas fiers des brèches dans la zone grise, mais on les accepte comme des stratégies pour survivre dans ce système spécifique. Ouais. C'est, c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'appelle l'éloge de la médiocrité, hein. Ouais. Je dis C'est-à-dire, ça moi, ce comme qu'il ça, mais vraiment. Je veux dire, ça veut dire on accepte d'être médiocre ouais, parce que le système nous permet pas de faire mieux, quoi. ouais. Mais ce que je trouve, moi, inquiétant, c'est qu'ensuite, quand les chercheurs parlent dans le grand public, ils disent pas ça. C'est là que ça me dérange, par contre. Parce que on peut se retrouver dans un système comme ça où effectivement on peut dire ça et dire le système il va pas, il va falloir changer les choses, etc. Mais le fait que ça soit, si jamais ça dépasse pas les portes du milieu académique et que ensuite quand on est dans le grand public, on dit non mais attendez les gars, c'est de la science ce qu'on fait. Alors que ce qu'on pense en privé, c'est waouh, on fait quand même pas des trucs super ouf à cause des contraintes du travail. Là, il y a un truc qui me dérange très 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 fort immédiatement. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle dans ce podcast. Exactement, voilà.
Je pense que c'est une excellente conclusion. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, très bien. Ouais. Encore une bonne note bien optimiste. Parce que ce qui était bien là, c'était que on laisse en fait les chercheurs parler. J'ai beaucoup aimé cette étude aussi pour ça. C'est vraiment cet aspect qualitatif et cet aspect, il y a des citations et on n'est pas juste sur des moyennes et des médianes et des... Non, on les laisse parler. Et en fait, on se rend compte hein, qu'il y a beaucoup de gens qui partagent aussi ces points de vue, qui partagent aussi ces problèmes et que finalement, on a tous un peu l'impression que le système est trop fort pour qu'on puisse les changer individuellement et en même temps on n'arrive pas à faire preuve de collectivité ou d'unité vis-à-vis du système pour essayer de le changer un peu de l'intérieur. C'est pour ça que je trouve ces thématiques hyper intéressantes et la manière de traiter par ces entretiens est extrêmement pertinent. Ouais, exactement pareil. Et c'est vrai que c'est bête, mais il y a un peu cette sensation d'être moins seul à lire cet article scientifique, alors que c'est bon, on est en train de Et lire des pages, peut-être aussi quoi. à nous écouter. Oui, ouais, absolument. Et c'est cool. Ouais, c'était un très bon article, très intéressant. Et j'aime beaucoup aussi, ouais, cette approche d'essayer de ne pas déculpabiliser de trop non plus ceux qui font n'importe quoi, mais quand même, voilà, essayer de prendre aussi un peu un recul un peu qui me semble réaliste quand même. Je veux dire, c'est le système qui déconne, quoi. Il y a un vrai problème qui est évident, je pense, pour tous les gens qui participent au système. Ceux qui sont dedans, tout le monde se rend compte qu'il y a un gros souci. Et voilà, c'est bien de donner un peu la parole aux gens qui peuvent le dire avec leurs propres mots. Et c'est cool. Eh bien écoute, je te remercie pour Merci à toi. avoir été encore une fois avec moi pour cet épisode et on va se retrouver dans le prochain épisode avec un invité pour la première fois de ce podcast. On aura un invité et ben à dans un mois à tout le monde et puis au revoir Nathanaël. Au revoir, Adrien.